9h18, nous descendons dans la cave dont la porte s'est ouverte toute seule. On flatte tous ici. Bienvenue dans mon cauchemar. Salut à tous, salut à toutes. Alors c'est pas Charles, c'est Hugo, hein, comme voilà, on s'était un peu quitté là-dessus. On s'était un peu quitté là-dessus. C'est Hugo qui vous parle et je suis accompagné de Mathias. Bonsoir. Bonsoir. Suivant l'heure à laquelle vous nous écoutez, Voilà. bien sûr. Tu as pris ta plus belle voix. On est réunis autour de nos petits micros ce soir, puisque nous par contre on enregistre le soir, pour un nouvel épisode d'Inspiré de faits réels. Mais alors ça s'appelle encore Inspiré de faits réels, hein. On va garder les noms parce que comme on est évidemment des pros du marketing, déjà on n'a pas forcément d'autres idées, puis en plus on pense que le nom est pas mal. Mais on va un petit peu changer la formule. La formule parce que le bureau des mystères ne reprenant pas dans l'immédiat, on a décidé de reprendre Inspiré de faits réels en incluant un petit peu une forme de BDM à l'intérieur, à savoir des petites chroniques. Enfin, des petites chroniques, non. Deux chroniques par émission. On va essayer de faire des émissions mensuelles. Donc, vous aurez 2 chroniques par mois, qui seront finalement une alternance de paroles, un peu comme on l'a connu dans le BDM, mais avec des sujets un peu comme on les a connus dans Inspiré de faits réels. Donc finalement, Inspiré de faits réels, forme d'hybridation. Qui est une émission qui ne cesse de dériver. Hein. C'est Je me rappelle que c'est ça qui est ouf. En saison 1, on faisait vraiment des sujets sur des films soi-disant inspirés de faits réels, vraiment purement là-dedans. En saison 2, on a commencé à s'ouvrir au folklore et voilà, d'autres choses qui n'étaient pas forcément des faits réels, mais en tout cas qui donnaient lieu à des légendes, etc. Et là, là, on lâche complètement la rampe et on va vraiment parler juste de ce dont on a envie à travers des chroniques, voilà, comme vient de l'expliquer Hugo. Puis, c'est ce que tu sais quoi, je l'avais noté dans mes notes, j'avais dit finalement, est-ce que ce podcast c'est pas un peu une saison, une formule, mais avec une dérive lente, tu vois, une forme de dérive extrêmement lente. Mais non, parce qu'on écoute aussi d'autres podcasts et j'ai écouté des podcasts qui avaient comme ça une forme de chronique et qui utilisaient, on va dire, la forme de la chronique comme ça pour se construire. Et je me suis dit ça a l'air quand même pratique. Ça ça a l'air de demander un petit peu moins de taf que ce qu'on faisait avant peut-être. Non, ça je n'en sais rien pour le coup puisqu'on ne l'a pas encore fait. Mais oui, non, je pense à des podcasts comme celui qui m'a le plus inspiré en l'occurrence pour cette forme-là, c'est Quête latérale, qui est très dynamique, qui a l'air de bien fonctionner. Donc on s'est dit, écoutez, en chronique aussi. Et puis ça nous oblige comme ça, on est moins obligé de se coordonner parce que les gens s'en rendaient pas forcément compte, mais écrire à 4 mains des intros d'1 quart d'heure, en fait, ça prend beaucoup plus de temps que ça n'en a l'air ou que ça en prend à enregistrer. Donc finalement, on espère être un petit peu gagnant sur cette forme-là. Et du coup, on s'est donné des petits thèmes. Chaque émission, donc mensuelle de la saison d'Inspiré de faits réels de cette année, donc la saison 2021-2022, aura son petit thème. Et pour le premier, on s'est accordé sur un truc, ça n'a pas été très difficile, hein. En réalité, je pense qu'on pourra encore tenir quelques saisons comme ça. Mais pour cette première émission de nouvelle saison, on va vous parler de légendes urbaines et de cinéma, finalement. C'est un peu comme à la maison. Exactement, et puis c'est même encore plus précis que ça. Finalement, c'est même des légendes urbaines qui parlent de gens qu'on peut invoquer devant son miroir. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Encore plus précis. Ah bah, t'as trouvé le titre de cet épisode, ce sera Invocation devant miroir. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est que on laisse la place aux chroniques, on arrête cette intro qui est déjà trop longue, et qu'on passe aux chroniques. Donc j'ai pensé donner un petit nom à cette chronique. J'étais très embêté au moment de lui donner un titre. Finalement, je l'ai appelé Ce que Candyman fait des légendes urbaines, ce qui est un titre vraiment très large et peut-être un petit peu paresseux, mais ce n'est pas grave. On va commencer comme ça, puisque je vais vous parler dans cette première chronique de Candyman. Do I know you? No. But you doubted me. I'm sorry, I have to go. No need to leave yet. But I'm late. You are not content with the stories, so I was obliged to come. Candyman, et même pas que, je vais vous parler de la nouvelle de Clive Barker dont Candyman s'est inspiré, à savoir Lieu interdit. Candyman en 92, et puis
On terminera un petit peu sans trop de spoil sur le Candyman 2021, puisque, commençons d'abord par le commencement, hein. Candyman, c'est d'abord l'adaptation d'une nouvelle de Clive Barker intitulée The Forbidden, parue dans sa version originale en 1985, dans le 5e volume des Livres de Sang, qui, entre parenthèses, est un petit peu relou à trouver, hein. Il a plus été édité depuis longtemps et il est pas très facile à trouver. Elle est traduite donc cette nouvelle en français en 1991 sous le nom Lieux interdits et raconte l'histoire de la thésarde Helen Lyle. Celle-ci travaille donc sur les graffitis du quartier défavorisé de Spector Street à Liverpool et veut montrer en quoi ils sont une expression du mal-être des habitants, et sur place, donc dans le quartier, elle va découvrir en fait une autre vérité, celle de l'homme au bonbon, mythe urbain terrifiant dont elle retrouve les traces dans les graffitis sur les murs et dans les discussions qu'elle entretient avec les habitants du quartier. Donc Lieux interdits et son adaptation cinématographique Candyman, sorti en 92, hein, entre la vague de slasher des années 80 et la vague un peu plus méta Wes Craven des années 90, JDC JDR, vous verrez que ça aura un rapport à la fin, prennent le sujet des légendes urbaines sous un angle plutôt original, celui du monde universitaire qui observe la circulation de ces récits de manière distanciée, hein, puisqu'ils ne vont pas sur place, ils s'entretiennent avec des gens, mais ils s'intéressent pas forcément aux lieux dans lesquels sont produits ces récits. Donc en termes de point de vue, c'est assez intéressant, parce que le livre et le film, la nouvelle et le film, nous replacent comme des ignorants vis-à-vis de la légende, puisque c'est pas une légende qui existe dans la réalité, c'est une légende qui a été inventée pour la fiction. Et Helen Lyle, donc l'héroïne, plus consciencieuse et plus aventureuse aussi, on peut le dire, que ses pairs, va se rendre dans le quartier d'où vient le mythe, et on va apprendre finalement le mythe en même temps qu'elle. Et c'est là que va se mettre en place une multiplication de mises en abîme qui participent à faire de Candyman le chef-d'œuvre que l'on connaît, et pour ma part, un de mes films d'horreur préférés des années 90. Cela passe en premier par des interviews, donc cette multiplication de mises en abîme, elle passe par des interviews avec des gens qui racontent les légendes que, évidemment, leur cousin, un proche, leur a raconté, et là tout est respecté, hein, dans Candyman, le récit est anonyme, la forme est brève, raconté comme étant vrai, récent, sa chute est brutale et surprenante, bref, on est en plein dans le récit de légendes urbaines tel qu'on peut l'entendre, et tel qu'il a été aussi énormément théorisé, hein, par ailleurs. Puis cela va continuer par l'invocation même de Candyman, qui demande à ce qu'on prononce son nom 5 fois dans le miroir, une inspiration évidemment de la légende de Bloody Mary. Puis ça se poursuit par des discussions avec les habitants du quartier défavorisé, qui dans le film est remplacé par Cabrini Green, quartier bien réel de Chicago, où le film a aussi été tourné. Après tout, quoi de plus logique, hein, puisque dans les légendes urbaines, évidemment, il y a toujours un fond de vérité, enfin, c'est ce qu'elles veulent nous faire croire. Bah là, il y a un effet de réel aussi. Le film est tourné dans le quartier où la légende aurait soi-disant eu lieu. Le réalisateur et auteur du film, donc Bernard Rose, pas du tout Robert, Bernard Rose, continue sa mise en abîme quand il fait parler le personnage de Candyman, majestueusement interprété par un Tony Todd de grande classe, hein, je pense qu'on est tous d'accord sur ce point-là. Il lui fait dire, entre autres belles lignes de texte, I am the writing on the wall, the whisper in the classroom. Without these things, I am nothing. So now I must shed innocent blood. Come with me. Je suis les écritures sur les murmures dans la classe. Sans cela, je ne suis rien, et je dois verser le sang d'un innocent. Donc Candyman, en fait, est lui-même conscient que sa survie, sous forme mythique, dépend des légendes qui sont racontées à son sujet. Un peu comme Freddy Krueger, tu vas me dire, ou comme beaucoup d'autres boogeyman, sauf que Candyman, en plus d'être un boogeyman interprété par un homme noir, ce qui en soi est quelque chose de marquant en soi, hein, en plus de ça, Candyman a la conscience qu'il ne vit que par les récits qu'on fait de lui. Et du coup par ce qu'il représente finalement. Parce que contrairement à la nouvelle de Clive Barker, Bernard Rose a fait le choix pour le film de transposer donc l'histoire de Candyman dans une communauté noire des États-Unis, ce qui n'était pas le cas dans le livre original. Et donc l'effet n'en est évidemment que plus saisissant. Helen Lyle dénote, elle n'est pas à sa place à Cabrini Green, comme d'ailleurs le personnage principal d'Helen Lyle n'est pas à sa place dans le quartier de Spector Street dans le bouquin, et les personnages lui font évidemment sentir.
C'est également un des grands traits, d'ailleurs, des légendes urbaines, c'est qu'elles servent à faire communauté. Et en fait, c'est pour ça qu'Helen Lyle n'en avait jamais entendu parler de Candyman. C'est pour ça que c'était un récit qui était finalement très distant, très lointain de sa culture. C'est parce qu'en fait, c'était pas un récit qui se racontait dans sa communauté. Donc qui, elle, vit avec un chercheur, Trevor, et avec des amis, elle, qui sont aussi du milieu universitaire. Et quand elles sont extraites d'une communauté, ces légendes urbaines, quand elles sont extraites de leur communauté précise, de là où elles sont nées et qu'elles circulent, et bien finalement elles sont modifiées souvent, et le méchant de l'histoire ne sera pas le même suivant qui raconte la légende. Et dans Candyman, la légende fait communauté et exprime les craintes des habitants vis-à-vis de la violence raciale à laquelle ils font face. Il y a une phrase de l'anthropologue Jeannette Langlois que j'aime bien à ce propos, qui a travaillé sur Candyman et sur les légendes urbaines en général. Elle dit « Legends seems to blossom in the cracks of our social systems ». Je la fais en français, c'est un peu mieux. Les légendes semblent s'épanouir dans les craquelures de notre société, et c'est exactement ce que représente Candyman, dont le vrai nom est en fait Daniel Robitaille, qui était en fait un jeune peintre noir dans les années 1890, et pris d'amour pour une femme dont il dessinait le portrait, a été lynché par le père, enfin par des gens que le père avait payés, un riche propriétaire terrien blanc, sur le territoire même où se situe aujourd'hui Cabrini Green. Donc la légende a un fort ancrage dans le territoire, et Candyman suit ce précepte-là. Ce qui m'amène au dernier grand trope des légendes urbaines au cinéma. Le dernier grand trope qui est comment vient-on au bout d'une légende et au bout de son maléfice, Mathias ? Alors, c'est toujours un peu compliqué quand il y a du paranormal qui est impliqué dedans. Généralement, on humanise le personnage, on essaye de le traiter comme un esprit vengeur, c'est-à-dire de trouver une solution pour que son âme soit apaisée et qu'il aille au paradis. Et alors, t'as en partie bon, c'est donc du coup en l'humanisant un petit peu certes, mais surtout en remontant à la source du mal, et à pourquoi il s'est retrouvé dans cet état-là, et en comprenant ce qui est arrivé, on peut éradiquer le mal, on peut vaincre le démon finalement. Repensons à Kayako, évidemment, dans The Grudge, ou à Sadako dans The Ring, ou même Les Griffes de la Nuit. Il faut remonter à l'origine de l'injustice finalement à laquelle était victime Freddy, ou même Souviens-toi l'été dernier. Si on remonte à la source, on sait qui est on sait qui est le tueur finalement. Donc connaître l'origine du mal, finalement, réparer une injustice, permet souvent de venir à bout du monstre. Et c'est là que Candyman opère un de ses plus beaux retournements de code, un peu comme une légende urbaine, doit se terminer par un retournement de situation ou par un jumpscare. Dans le film de Bernard Rose, connaître l'histoire de Daniel Robitaille ne sert pas à venir à bout du mal, puisque Candyman n'est pas le mal, il en est le résultat, il en est la victime, il veut qu'on se souvienne de lui, il veut qu'on soit imprégné de son souvenir, et que son souvenir soit ancré finalement dans la mémoire des habitants de Cabrini Green, puisque c'est nécessaire à la construction sociale de la communauté qui y vit. En fait, c'est là où c'est une des petites subtilités de Candyman, et c'est ce qui pour moi en fait un grand film, c'est que remonter à la source dans Candyman, ça sert à rien, puisque au contraire, c'est tout ce qui lui donne sa puissance. La sociologue Helen Lyle va finir par ne faire finalement plus qu'un avec son sujet d'enquête, jusqu'à fusionner avec lui et devenir elle-même une légende urbaine perpétuée par la tradition orale. À la fin du film, et là évidemment je spoil un petit peu, mais c'est un film de 92, Helen Lyle, décédée dans le feu de Cabrini Green, devient une légende qui se raconte et vit dans les regrets, dans les peurs et dans les souvenirs des gens qui l'ont tourmenté, avec en prime une forme de passation de bâton un petit peu entre deux catégories de citoyens et de citoyennes opprimés, puisque c'est un homme noir qui va finalement, en quelque sorte, offrir la possibilité, même si ça passe par sa mort, à Helen Lyle, donc qui est une femme, de tourmenter notamment son ex-mari qui était une pourriture. Donc, Candyman prend pour sujet une légende urbaine inventée, celle de Daniel Robitaille, et construit avec certains des mécanismes des légendes urbaines, avec son décor réel, son invocation face au miroir et son retournement de fin, qui est ici un retournement de code du cinéma de genre, et finalement, avec ce qui arrive à Hélène, nous dit « Vous venez d'assister à la naissance » d'une nouvelle légende urbaine, puisque la fin du film, c'est finalement qu'Helen Lyle devient elle-même une légende urbaine, et que on pourrait complètement interpréter Candyman comme l'origin story de cette légende urbaine-là. Donc de multiples mises en abîme entre le film et son sujet, qui s'accompagnent d'une mise en scène et d'un récit d'une grande poésie, alors macabre certes, d'un discours social évident, qui était en partie présent d'ailleurs dans la nouvelle de Clive Barker, d'un casting très juste et de superbes musiques de Philip Glass, qui viennent nous hanter autant que Candyman peut venir nous hanter. Mais tu sais quoi, Mathias ?
une légende urbaine, ça s'actualise avec le temps, ça se transforme, ça évolue, et ça tombe bien, puisque c'est un peu le sujet de Candyman 2021, tu vois. J'ai travaillé mes transitions comme un ouf. Bah, j'avais hâte que tu en parles parce que justement, bah, j'ai vu le Tu l'as vu ? Candyman original. Je crois que c'est un des films qui m'a fait le plus peur. D'accord. Et alors que j'étais pas du tout dans les conditions réunies pour avoir peur. Je l'ai regardé, c'est pas bien, flagellez-moi. J'ai regardé sur un écran de téléphone dans un avion. Donc vraiment, on n'est pas du tout dans le Ce n'est contexte où pas du tu tout vas comme flipper. ça que l'auteur aurait voulu que tu le regardes. Heureusement que c'est pas Christopher Ah non, Nolan qui a fait le film, sinon il serait venu te taper sur les doigts. Écoute, pas du tout, mais c'était ça où voilà, où regarder d'autres films de l'avion qui avaient vraiment pas l'air ouf, et il se trouve que je l'avais synchronisé sur mon téléphone et je l'avais regardé, et même dans ces conditions-là, vraiment l'effet a été très très saisissant sur moi, Candyman, et je me posais la question, est-ce que le remake est à la hauteur de l'œuvre originale, enfin du film original? En soi, la question, je serais même tenté de te répondre, ça sert à rien de la poser, parce que le Candyman de 92 est un film immense et, par bien des aspects, et on peut pas demander à une suite, puisqu'en fait c'est une suite directe, on peut pas lui demander de refaire cet effet de surprise-là. Par contre, il y a des choses que le film fait très bien. Puisque comme je disais, une légende urbaine, ça s'actualise, ça se renouvelle, ça se transforme, ça se modifie avec le temps, et avec finalement les objets du quotidien qui nous entourent. Et là, le film est réalisé par Nia DaCosta et produit et coécrit par Jordan Peele. Alors Jordan Peele, on le présente plus, hein, c'est devenu le grand pape de la blaxploitation maintenant. Le film est sorti en France fin septembre de cette année, donc après un an de report cause Covid, évidemment, il aurait dû sortir un an plus tôt. Et donc ce film, dans un mouvement finalement très respectueux du film original et de la nouvelle aussi, mine de rien, parce que je le dis comme ça, mais on passe sous silence les suites des années 90, hein, de Candyman, le Candyman 2 et 3, on met un petit voile pudique dessus. Dans Candyman 2021, Candyman 1992 est devenu une légende urbaine. Le film pas en tant que tel, mais ce qui s'est passé dans Candyman en 92 est devenu une légende urbaine dans celui de 2021. Move un petit peu classique finalement dans le cinéma. Et le film a aussi été tourné à Cabrini Green, sauf que, évidemment, les tours ont été détruites, le quartier tel qu'il existait n'est plus, et le film s'attaque à un autre sujet, celui de la gentrification et de la perte d'identité des communautés noires qui ont pour certaines changé de classe sociale. Alors, dans la suite, dans ce film, la classe sociale a changé, puisqu'on suit Anthony McCoy, artiste peintre, donc noir toujours, qui veut se faire une place dans un milieu très blanc, mais la violence reste, puisqu'on va sans cesse lui demander de se contenir dans son art, dans lequel il exprime les souffrances de la communauté noire, et on lui demande évidemment d'adapter des codes qui ne sont pas les siens. La violence reste, également parce que peu importe la classe sociale, finalement, les Noirs sont toujours l'objet d'une violence particulière, notamment de la part de la police, et c'est là que le nouveau Candyman effectue sa mue et devient à la fois encore plus politique que l'original, et peut-être perd en parallèle un petit peu de son lyrisme et de sa poésie qui était finalement si belle aussi dans le premier, parce qu'il y a des passages qui sont vraiment sublimes dans le premier Candyman, pour coller ici à une réalité qui est malheureusement trop contemporaine, hein. Les violences policières sont au cœur, et je dévoilerai pas de quelle manière parce que ce serait un spoil, mais elles sont au cœur de l'intrigue, et finalement ces violences policières en fait renouvellent un peu la nécessité d'avoir recours à une figure mythique pour exorciser ce trop-plein de violence qu'il peut y avoir dans certaines communautés. Candyman 2021 double en fait son premier discours, celui dont je viens de parler, d'un deuxième, qui est cette fois-ci adressé aux nouveaux résidents de Cabrini Green et à tous ceux qui participent à la gentrification, qui dit « N'oubliez pas ce qui s'est passé à cet endroit, les bâtiments ne sont peut-être plus là, mais les traumatismes, eux, restent, et les violences, elles, restent aussi. » Donc j'en dirai pas plus sur ce Candyman 2021 pour éviter de spoiler, évidemment. Je l'ai trouvé malin dans sa façon de boucler l'histoire, évidemment, avec le premier, dans sa façon de se réapproprier certains effets du premier, hein, comme la séquence introductive qui montrait des voies d'autoroute en banlieue vues de haut, hein, dans le film de 92, qui était superbe avec la musique de Philip Glass, encore une fois, et qui là inverse la perspective. On est en centre-ville et la caméra est pointée vers le ciel nuageux dans lequel se perdent des buildings. C'est magnifique, et dans les deux cas surtout, ça met mal à l'aise comme il faut. Donc le film pêche peut-être un peu par une mise en scène trop sophistiquée, des acteurs secondaires qu'on va gentiment qualifier de plats, mais il réussit vraiment là où c'est important de réussir, à savoir il actualise le mythe et continue à privilégier ce qui fait le sens et l'importance des légendes urbaines, à savoir le lien avec les gens qui la racontent. Ça me donne très envie de voir cette suite. Ben écoute, je le conseille. En vrai, je le conseille parce que
même si on peut pas demander... En plus, Nia DaCosta, c'est une jeune réalisatrice, hein. Il me semble qu'elle a réalisé un long métrage qui avait fait un peu sensation auprès des majors, mais c'est une jeune réalisatrice. Mais oui, ce qu'elle fait pour un film comme ça, puis pour une suite aussi, hein, qui était très attendue, c'est vraiment chouette. Alors oui, comme je disais, peut-être la mise en scène est parfois un peu trop léchée, et elle le justifie, elle, d'une certaine manière, en disant que elle avait pas envie de faire un film de toute façon qui était violent ou qui était crade ou qui pouvait angoisser, parce qu'elle, comme elle le dit, elle a raison, des violences sur des Afro-Américains, on en voit tous les jours à la télé. Donc forcément, il y a beaucoup de choses qui se passent hors champ dans ce film, en fait. C'est un film où il y a beaucoup de choses qui se passent hors champ, et peut-être tant mieux. En tous les cas, c'était sa vision d'autrice à elle. Et voilà. C'est donc la fin de cette première chronique. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, ou est-ce qu'on peut passer à la suivante? Non, c'était très complet de passer en revue toute l'histoire. Moi, j'avais jamais lu, par exemple, la nouvelle originale de Clive Barker. Et bon, si j'arrive à me procurer les livres de sang numéro 5, vu que ça a l'air compliqué de les trouver. Ouais, en vrai, c'est pas simple, hein. En vrai, c'est pas si simple. D'occasion, ça se trouve, faites des brocantes, en vrai, vous les trouverez. Et c'est vraiment chouette, en fait. Ça faisait... j'avais lu un peu de Clive Barker, enfin j'avais lu Barat un peu dans mon adolescence, quoi, mais je m'étais jamais plongé dans les livres de sang, par exemple. Et la première nouvelle, là, The Forbidden, donc lieux interdits en français, elle est vraiment chouette. C'est vraiment vraiment incroyable à lire. Enfin ouais, bon voilà, c'est une semi-reco, parce qu'évidemment elle est pas facilement accessible, mais c'est une très chouette nouvelle, et ça explique aussi en partie la profondeur des thèmes de Candyman, parce qu'il y a beaucoup des choses qui sont dans Candyman qui sont déjà dans la nouvelle. Pour cette première chronique de cette nouvelle saison d'Inspiré de faits réels, moi j'avais envie de m'intéresser à un monstre aussi, enfin un monstre, un esprit qu'on invoque devant son miroir également. Tu en as un petit peu parlé avec Candyman, qui s'inspire de ce mythe-là, c'est le mythe de Bloody Mary. The Bloody Mary. Some drinks always satisfy. Bloody Mary. Some legends never die. La légende de Bloody Mary, je pense que vous la connaissez tous à peu près, mais bon, pour rappel, c'est une jeune fille qui s'appelle Mary, qui est défigurée et morte dans d'atroces souffrances, et qui devient Bloody Mary. Et pour l'invoquer, on s'éclaire à la bougie devant le miroir de la salle de bain, et on prononce 3 fois son nom. Parfois 13 d'ailleurs, suivant les versions, en tournant sur moi-même. J'avais entendu 13 aussi. Ah ouais, bah tu le disais, hein, il y a souvent les légendes urbaines se modifient avec le temps, changent, évoluent. Celle-là, c'est comme elle est là depuis très longtemps, elle fait partie de ces légendes qui ont beaucoup évolué, qui ont beaucoup de versions différentes. Donc c'est soit 3, soit 13, parfois en tournant sur soi-même, et à chaque fois en disant Bloody Mary plus fort à chaque tour. Et donc à la fin, le fantôme est censé apparaître dans le miroir pour, au choix, nous défigurer, nous tuer ou nous emporter de l'autre côté du miroir. Des joyeusetés. Des joyeusetés, voilà, c'est ça. Pour cette chronique, je suis allé plonger dans mes bouquins, notamment l'encyclopédie des légendes urbaines, que j'ai déjà recommandé, du folkloriste Jan Harold Brunvand, qui est vraiment, en gros, vraiment la bible des légendes urbaines, vous les trouvez quasiment toutes dedans. Et j'étais un peu surpris en lisant son article, puisque il disait qu'il avait extrêmement de mal à trouver l'origine de la légende urbaine de Bloody Mary. On sait pas exactement quand est-ce qu'elle est apparue, tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a beaucoup de versions, et que aux États-Unis, on la connaît même sous plein d'autres noms. En France, c'est vraiment Bloody Mary, mais aux États-Unis, vous avez Mary Worthington, Mary Worth, Mary Johnson, Mary Lou, Mary Jane, il y a même une Cathy, juste Cathy. Et même la légende urbaine la plus populaire aux États-Unis, c'est pas Bloody Mary, il faut dire 3 fois « je crois en Mary Worth » devant le miroir, avec les mêmes conséquences. Donc voilà, vous voyez que ça change beaucoup. Et il y a aussi plein de versions de Bloody Mary dans le monde, donc I Believe in Mary Worth, qui est vraiment le classique américain, mais on l'a vu notamment au cinéma, souvent chez nous, ce mélange, le fantôme de la Dame Blanche, de Bloody Mary, tout ça se mélange un petit peu, s'agglomère, et justement ça s'est vu au cinéma avec la malédiction de la Dame Blanche, qui parlait en fait de la Llorona, qui est donc la femme pleureuse qui a noyé ses enfants et qui pleure le long des rivières, qui est donc un fantôme très ancré dans l'univers, dans l'imaginaire mexicain, et même dans l'imaginaire de toute une partie de l'Amérique latine. Et en fait on estime, enfin Jan Harold Brunvand estime que Bloody Mary pourrait puiser ses inspirations notamment dans la Llorona. On a aussi d'autres choses quand on descend un petit peu plus bas en Amérique, notamment au Brésil, avec celle qu'on appelle la blonde des toilettes ou la blonde de la salle de bain. C'est un petit peu le même principe.
Vous avez Hanako-san au Japon, la petite fille des toilettes, qui vous emporte aussi quand vous allez, je crois que c'est aux 3e toilettes du 3e étage. Et on a vu même plus récemment la Dame de Pique, qui est en fait une version modernisée où justement on s'est dit mais pourquoi est-ce que les gens invoquent Bloody Mary si c'est juste pour se faire tuer? Donc on a inventé une règle supplémentaire. Dans la Dame de Pique, on a le droit à un vœu en fait. Et donc comme ça donne une raison de faire le jeu, c'est qu'on peut invoquer la Dame de Pique pour formuler un souhait. Et là, soit elle l'exauce, soit elle vous tue, mais au moins, voilà, il y a une justification pour l'appeler. Bloody Mary, c'est un personnage qu'on a vu énormément au cinéma et à la télévision, pour le pire et rarement pour le meilleur, malheureusement. On l'a vu dans beaucoup de séries, Charmed, Ghost Whisperer, X-Files, même dans la première saison de cette super série qui est Supernatural, mais on pourra en débattre, Hugo, parce que je crois que toi t'es pas très très fan de Supernatural. Ah non, c'est pas ça, j'ai jamais trop regardé. Eh ben écoute, au moins regarde la saison 1, parce que je recommande souvent la saison 1 qui est en fait un petit peu une collection de mini-films d'horreur. En fait, chaque épisode de la saison 1 traite d'un monstre différent ou d'un fantôme différent. Et souvent des choses assez connues, notamment Bloody Mary, l'Autostoppers fantôme. Donc c'est plutôt pas mal pour le coup ça. Enfin, même si vous voulez pas suivre la suite de Supernatural, c'est assez cool de voir ces mini-épisodes qui sont à chaque fois un peu comme des mini-films sur une légende urbaine. Bloody Mary au cinéma, par contre, c'est un peu moins heureux. Vous l'avez eu dans un hôpital psychiatrique en 2006. Puis, il y a eu Dead Mary en 2007, qui se passait dans un chalet. On a aussi eu The Legend of Bloody Mary en 2008, sur la disparition d'une ado après avoir joué à Bloody Mary. Sans oublier le fameux Bloody Mary 3D, sorti en 2011, un film complètement putassier que je n'ai pas regardé, mais il y a une vidéo qui compile, sur YouTube, il y a une vidéo qui compile les morts du film, et c'est vraiment vraiment naze. Si vous aimez les extraits que poste Nanarland sur Twitter, on est un petit peu dans cette vibe-là. Voilà, c'est un film putassier avec des meufs en lingerie et une apparition de Ron Jeremy, le célèbre acteur porno. Donc vraiment le comble du bon goût, ce Bloody Mary 3D. Et enfin, en 2018, est sortie une comédie horrifique brésilienne qui s'appelle Ghost Killers vs Bloody Mary. Et contrairement à ce que son titre indique... Tu as mon attention. Tu as toute mon attention là. Ce n'est pas si nul. J'ai passé plutôt un bon moment devant. En fait, si je vous parle de Bloody Mary aujourd'hui, c'est parce que si vous nous écoutez depuis longtemps dans Inspiré de Ferrel, vous savez que je pense dès l'épisode 1 ou 2, je vous avais promis de faire une chronique sur Urban Legend. Et Urban Legend, j'avais encore bien en tête les 2 premiers quand j'ai commencé à travailler sur cette chronique, et j'avais très peu de souvenirs du 3e. Et chez moi, je n'avais les DVD que du 1er et du 2e. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé le DVD sur Vinted, je me suis posé sur mon canapé, et en fait, ce qui s'est passé... C'est pas une chronique sponsorisée, hein, je précise. Ah oui, non, pardon, oui, ça aurait pu être sur Le Bon Coin, il se trouve que je l'ai pris comme ça, mais voilà, en gros, j'ai commandé le DVD, qui est étonnamment facile à trouver à 1€. Et je me suis posé sur mon canapé et je me suis fait cette réflexion, c'est que le film était un peu plus intéressant que ce qu'on aurait pu penser, en tout cas plus intéressant que ce que j'en avais pensé dans un vague souvenir de mon premier visionnage qui remontait il y a déjà à 10 ans avec toi, Hugo. On l'avait fait ensemble ce premier visionnage. Et moi, j'avoue que j'ai autant, je crois que le premier je l'ai revu, les 2 suivants je les ai pas revus, je crois. Ah, le 2 vaut toujours la revoyure. Et puis comme je vais te le montrer là, le 3 en fait... c'est pas si intéressant que ça. Well, supposedly, if you go into the bathroom and turn off the lights and chant Bloody Mary 3 times, she appears. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. A secret that has haunted this town for years. Professor Alpine University kills his own students using urban legends as his MO. En fait, à l'époque, après avoir enchaîné les deux premiers qui sont donc des purs slashers, le fait qu'on parte sur un délire surnaturel, puisque Urban Legend 3 s'appelle Urban Legend 3 Bloody Mary, il est sorti en 2005, et on part dans des légendes urbaines surnaturelles. Voilà, c'est le parti pris du film, et je me souviens que je l'avais trouvé beaucoup moins fun que les 2 premiers, plus bancal, beaucoup moins bien réalisé, avec des effets spéciaux numériques horribles. Bon, ça n'a pas changé malheureusement. Mais en le revoyant, j'ai réalisé que j'étais passé à côté de ce qui le rend, et je dis ça vraiment sans la moindre ironie, plutôt important en fait. Et bon, je vais commencer par dire de quoi ça parle, puisque tout le monde n'a peut-être pas en tête Urban Legend 3, c'est vraiment le film qui est un peu oublié de la trilogie, que les gens souvent ne regardent pas. Urban Legend 3, c'est l'histoire de Sam, une lycéenne, qui va invoquer lors d'une soirée pyjama avec ses copines l'esprit de Bloody Mary. Et la même nuit, donc elle et ses copines se font droguer et enlever par les footballeurs du lycée qui ont une dent contre elle. Sombre histoire d'articles dénonçant les privilèges des footballeurs au lycée. Et dans les jours qui suivent, les agresseurs vont tous mourir dans des conditions très bizarres, inspirées de légendes urbaines.
Mais du coup, là, on est plus comme dans un destination finale, parce qu'on n'est vraiment pas dans le cadre du slasher avec un tueur, c'est vraiment du surnaturel. C'est pour ça qu'Urban Legend 3, déjà, a une place à part dans la trilogie. Même s'il se passe dans le même univers, puisque on fait référence à des faits qui se sont passés dans les 2 premiers films, le concept change totalement. Et c'est aussi le seul qui est sorti en direct ou DVD, ce qui a énormément déçu la réalisatrice au passage. Et oui, réalisatrice, parce que c'est le seul de la trilogie à avoir été réalisé par une femme, ce qui a son importance, et je vais y revenir d'ailleurs très vite. Côté tête connue, bon ben malheureusement, contrairement aux 2 premiers Urban Legend, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Le premier, vous aviez le casting de fou qui fait que moi j'adore ce film, hein. Vous avez Jared Leto, Tara Reid, Michael Rosenbaum, donc Lex Luthor de Smallville, avec des cheveux, ce qui est quand même assez amusant, Joshua Jackson et l'excellente Rebecca Gayheart, et bon voilà, dans le 3 on n'a pas grand monde, mais on a quand même Kate Mara, dans son premier rôle principal, Kate Mara qu'on reverra plus tard en Zoe Barnes dans House of Cards, ou notamment au cinéma dans Les 4 Fantastiques ou dans Seul sur Mars. Le scénario est signé, et alors là ça va peut-être te surprendre Hugo, par Michael Dougherty et Dan Harris. J'étais passé à côté de cette information. Je crois qu'on l'avait lu au moment où on avait parlé de Michael Dougherty déjà. Ça me dit quelque chose en effet. Parce qu'en fait à l'époque ils bossaient en duo donc avec un mec qui s'appelle Dan Harris, et ensemble ils avaient signé les scénars donc de Superman Returns et de X-Men 2. Et ensuite Michael Dougherty a pris ses distances pour la carrière qu'on connaît, hein. Moi j'aime beaucoup, c'est lui qui a écrit et réalisé Trick or Treat et Krampus, dont on avait parlé. Et même si j'apprécie beaucoup Dougherty, on peut pas dire qu'il s'est vraiment foulé cette fois, puisque bon, le scénario d'Urban Legend 3 ressemble quand même beaucoup à un autre film d'horreur de l'époque, qui s'appelait Prom Night 2, et vraiment vous mettez les 2 pitchs à côté, ça ressemble énormément. Mais le film reste intéressant grâce au traitement qu'en fait la réalisatrice, donc Mary Lambert. Mary Lambert, que je ne connaissais pas personnellement, c'est une réalisatrice qui vient à la base du clip. Elle a réalisé ceux de Like a Virgin, de Material Girl et de Like a Prayer pour Madonna dans les années 80, entre autres. Et elle a ensuite tourné pour le cinéma, avec l'adaptation de Cimetière de Stephen King en 89, qui avait connu un petit succès, mais en fait elle a jamais vraiment percé. C'est-à-dire qu'ensuite elle a fait des clips, quelques films, des téléfilms, et d'ailleurs c'est elle qui, si vous aimez les téléfilms de Noël, c'est elle qui réalise cette année Un Château pour Noël, qui est un des nouveaux téléfilms de Noël sur Netflix, donc rien à voir avec Urban Legend 3. Et donc en 2004, cette réalisatrice, elle est recrutée pour Urban Legend 3. Qui se passe, voilà, elle lit le script, ça lui plaît, surtout parce que l'antagoniste est une femme, elle veut garder son côté maléfique de fantôme vengeur, justifier sa quête de vengeance, et en fait c'est ça qu'on va retrouver dans le film, parce que dès le début, on assiste à l'origine de la légende, c'est-à-dire à la mort de Marie, qui est tuée par un joueur de foot du lycée en 1969, un soir de bal de promo, et on comprend assez vite que l'impunité chez les hommes fonctionne à plein régime, puisque cette personne ne sera jamais inquiétée pour sa disparition. Et cette impunité-là, c'est ce qui est au centre d'Urban Legend 3. C'est ce qu'on va retrouver, on va se retrouver souvent du côté de Bloody Mary, justement, en voulant la mort de certains personnages. Le film aussi montre énormément de masculinité toxique, et y compris chez des personnages qu'on est censé apprécier, comme le frère de Sam, qui est un des gentils de l'histoire. Par exemple, lorsqu'il découvre que les footballeurs ont drogué et enlevé sa sœur, son premier réflexe, c'est pas d'aller voir la police, mais c'est d'aller chercher les agresseurs pour essayer de les frapper. Ce qui est le recours à la violence immédiat, voilà, qui est une des nombreuses démonstrations de masculinité toxique. Globalement, les hommes prennent d'ailleurs assez cher dans ce film, les footeux qui sont directement comparés à des gorilles pendant une scène de cours. C'est-à-dire qu'ils sont dans la salle de classe et pendant ce temps-là, le prof est en train de parler du comportement des gorilles et vraiment le parallèle est assez frappant. Ils sont stupides, violents, ils rejettent toutes les critiques, surtout quand elles viennent des femmes. On a aussi un personnage de père pervers qui mate les copines de sa fille à la soirée pyjama, et surtout on a des flics horriblement réalistes, puisque après l'enlèvement de Sam et ses copines, un policier dit carrément qu'elles ont sûrement fait un canular pour se faire remarquer, alors qu'il sait qu'elles ont été droguées au GHB, on les accuse tout de suite de mentir, comme des victimes de viol, et à la fin on tente même de culpabiliser Sam alors que c'est elle la victime, et personnellement je trouve ça plutôt fort de montrer ça dans un film de 2005, constater malheureusement que rien n'a changé. C'est pas l'épisode des flics, hein. Ce Premier épisode de la saison inspiré de faits réels, c'est pas l'épisode des flics, hein. Désolé Darmanin, hein. Non, pas désolé en fait, pas du tout. Pas du tout. Désolé Darmanin, pas du tout. Donc bon, Urban Legend 3, là je vous ai dit qu'il y avait quand même des choses intéressantes, après... très honnêtement, il y a beaucoup de défauts. Déjà, sur son principe, on comprend pas trop pourquoi Bloody Mary tue en reprenant des légendes urbaines, déjà. Outre le fait de justifier le titre du film. Et de donner des mises à mort diverses. C'est ça, parce que moi, c'est ça que j'aime bien, en fait, aussi dans ce film, c'est qu'on a vraiment ce côté de destination finale des morts absurdes. On se retrouve, en termes de légendes urbaines, le fameux épisode de la cabine à UV, qui a d'ailleurs été repris dans un destination finale, où quelqu'un se fait griller dans une machine à UV, dans une cabine. On a le The Red Spot, dont on avait parlé, et qu'on retrouve justement dans le Scary Stories d'André Ouvredal,
On a un qui me fait beaucoup rire, le gars qui s'électrocute en pissant sur une barrière électrifiée. Oui, en effet. Donc une légende urbaine. Hein. Ou le fameux, une que j'ai toujours trouvé terrifiante quand je l'entendais au coin du feu, le « il n'y a pas que les chiens qui savent lécher », évidemment. Et évidemment, Bloody Mary, hein, puisque c'est vraiment au centre du film. D'ailleurs, la représentation de Bloody Mary est assez proche, et c'est amusant de le noter, des Onryo de la J-Horror, qui était à la mode à ce moment-là. Puisqu'en fait, il y a eu ce qui s'est passé entre les deux premiers Urban Legend et la sortie en 2005 d'Urban Legend 3, c'est toute cette vague de J-Horror. Et ils ont, autant les deux premiers Urban Legend ont clairement été inspirés par des slashers comme Scream, autant, et d'ailleurs surfé allègrement sur la vague de Scream, de ce qu'on a appelé le néo-slasher, et celui-là, en revanche, puise énormément dans The Ring, The Grudge, quoi. Les effets spéciaux, je le disais tout à l'heure, ont très mal vieilli, mais, et c'est important de le souligner, j'ai regardé le making-of, et en fait, moi je pensais que tout était une bouillasse numérique un peu nulle, et c'est ça qui est triste, c'est que les effets spéciaux sont pour l'essentiel pratiques. Et avant la retouche numérique, en fait, ils seraient super bien passés. Le problème, c'est qu'ils ont mis vraiment énormément de numérique par-dessus et que ça gâche complètement le travail des équipes. Ça donne un côté ultra cheap à certaines mises à mort qui nuit à l'ensemble. Je pense que notamment cette scène qui est très marquante dans le film, justement de la femme où il y a des araignées qui sortent de son visage, en fait, ils ont vraiment fait une prothèse avec faire en sorte qu'une araignée sorte. Et comme visiblement une seule araignée qui sortait de son visage, ça suffisait pas, ils ont rajouté en numérique pour qu'il y en ait genre 50. Et donc forcément, là, on n'y croit plus du tout, quoi. Donc c'est un petit peu dommage. L'autre gros défaut du film, c'est les acteurs, puisque ça joue globalement très mal, et c'est plutôt logique, puisque déjà, pour beaucoup, c'était le premier film d'horreur qui tournait, voire le premier film tout court. Pour un exemple, il y a la réceptionniste du fameux salon AUV, justement, raconte dans le making-of qu'elle est mannequin, et qu'elle jouait pas vraiment la comédie, puisqu'elle est en fait réceptionniste dans un salon UV pour payer ses factures. Donc voilà, ils ont pris des gens comme ça. On nous dit d'ailleurs dans le making-of que Marie Lambert a laissé beaucoup de liberté aux acteurs pour leur jeu, et donc moi j'interprète ça comme ils n'ont pas été assez dirigés, d'où sans doute le fait qu'ils jouent comme des pelles, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'acteurs qui jouent très très mal dans ce film, voilà. Et il y a un truc sur lequel je voulais revenir aussi, le making-of essaye de nous donner une image très féministe du film, en mettant l'accent sur la réalisatrice, sur le fait que la méchante soit une fille. Bon, comme je l'ai expliqué précédemment, il y a beaucoup de vrai là-dedans, mais il faut quand même nuancer, puisque ça reste alors je pense que c'est plus une décision de producteur, mais ça reste quand même un film d'horreur en direct ou DVD, donc il y a beaucoup de plans sexy complètement gratos dans le film, avec des cadrages sur des décolletés, sur des shorts très courts. Bon, il y a une partie qui s'explique c'est une tentative d'imiter le regard masculin, notamment une scène où il y a une fille, on nous montre des gros plans, notamment sur sa poitrine, mais c'est pour nous signifier que un des garçons du groupe est en train de la regarder, donc on comprend, mais c'est pas le cas partout. Il y a vraiment parfois des plans qui sont juste gratos, quoi. Donc c'est un petit peu dommage. Donc voilà, Urban Legend 3, c'est pas un grand film, c'est même pas un bon film, si je devais résumer, mais il est beaucoup moins naze et surtout beaucoup moins inutile que ce qui paraît. Et donc si jamais vous aviez prévu de regarder les Urban Legends, je vous conseille simplement de ne pas le zapper, puisque c'est vrai qu'on a souvent tendance à le zapper. Moi je vous conseille de le regarder pour vous faire une idée dessus. Peut-être vous trouverez ça complètement nul, moi j'ai trouvé ça assez intéressant à la revoyure. Donc voilà. Et sur Urban Legend, je voulais juste ajouter une dernière chose. Urban Legend n'est pas mort, ce n'est pas terminé. Ah mais oui, c'est vrai, t'as raison, ouais. J'avais oublié. J'ai longtemps pensé que c'était mort. En fait, en faisant quelques recherches, ça m'a rappelé qu'un 4e film devait sortir. Et en fait, il devait sortir bien plus tôt. D'après IMDb, il y avait un 4e film qui aurait dû sortir assez tôt, fin des années 2000, mais Sony n'a pas voulu céder les droits de la franchise. Ah, ils y tiennent. Ce film est quand même sorti, et c'est ça qui est drôle. Et il s'appelle Ghosts of Goldfield, donc toujours sur le surnaturel, et c'est vraiment a priori un énorme navet avec Kellan Lutz de Twilight. Je n'ai pas envie de regarder ça, mais ça aurait dû être le Urban Legend 4 apparemment, ce film. En revanche, il y a un reboot d'Urban Legend qui est prévu. Oui, ça oui. Et ça m'intéresse un peu, puisqu'il serait a priori question de légendes urbaines issues des réseaux sociaux. Et quoi de plus logique finalement ? Parler de réactualisation, on est en plein dedans. Surtout à l'heure des fake news, des théories du complot, de la conspiration, ça peut être intéressant, même si j'y crois un peu moyen, parce que ça va quand même rester un gros projet de studio à la Blumhouse classique, tu vois. Ça va être... Je sais pas si c'est Blumhouse qui produit d'ailleurs, j'en sais rien, mais tu vois cette esthétique-là, je pense qu'on va plutôt partir sur une esthétique Truth Order, ou comme la série Souviens-toi l'été dernier, qui est sortie sur Amazon, et qui est très naze au passage, si je peux mettre une bestos à cette série. C'était vraiment très ennuyeux. Ouais, bah écoute, c'est dommage qu'Halloween soit passé.
bien passé parce que ça aurait pu me faire rire à Halloween. Mais il n'y a pas de saison pour regarder Y a Urban Legend. En vrai. Ah, Quand même. Choper le coffret intégral des 3, je pense que c'est plus facile à trouver que le DVD à 1€, puisque j'ai un peu... Ah ouais. Il était pas sur... Ouais, sur Amazon, il était cher et tout, donc du coup, c'est pour ça que je suis allé sur des sites de seconde main directement. Mais ouais, donc voilà, si vous avez l'occasion, j'ai passé un excellent moment devant ce film. Donc vraiment, je te le conseille vraiment, je pense que tu vas te marrer devant. Ça marche, bah écoute, je pense qu'on peut passer au reco. Allez, c'est parti. C'est déjà la fin de ce premier épisode de cette nouvelle saison d'Inspiré de faits réels. Enfin, la fin, pas tout à fait, parce que bon, dans les podcasts, il y a des traditions. Et dans les traditions des podcasts, il y a notamment, on termine par des recos. Et on va pas y couper, hein. Déjà parce que ça nous permet de changer de sujet. Si par exemple ça je sais pas, ça fait peur à certaines personnes, ou je ne sais pas si c'est chronique, non pas, voilà. Bah là, ça permet de terminer sur autre chose. Et d'ailleurs, je vais vous parler de complètement autre chose, finalement, parce que j'avais 3-4 idées de recos et impossible de choisir. J'étais complètement incapable de choisir quoi recommander. Puis j'avais des trucs absurdes, genre, j'ai eu la chance quand même d'être dans la bêta fermée d'Elden Ring, comme beaucoup d'autres personnes, hein. Et je me suis dit, ça sert à rien de parler d'Elden Ring, déjà parce que tout le monde en parle déjà sur Twitter et que ça sert à rien, et en plus, il sort le 25 février, puis la bêta, elle est fermée depuis 5 ou 6 jours, quoi, donc pourquoi parler de ça, si ce n'est pour dire que j'ai pris mon pied, mais voilà, ça n'avait aucun espèce d'intérêt, donc non, je vais vous parler de Succession, parce que, en fait, j'ai l'impression que j'en parle, mais que ça ne prend pas assez, donc en fait, je pense que je vais saouler tout le monde, jusqu'à ce que tout le monde regarde la série Succession. Parce que Succession, en ce moment, est entre le milieu et le début et le milieu de sa saison 3. Donc c'est sur HBO, donc sur OCS en France. C'est une série de Jesse Armstrong. C'est important, c'est une personne qui est scénariste, mais qui est aussi journaliste. Et un peu à la manière de The Wire avec David Simon, qui est reporter par ailleurs. Et c'est de la fiction, mais c'est de la fiction dont on sent, on va dire, le côté documenté. Succession, c'est une série, donc pour les personnes qui ne connaîtraient pas encore Succession, c'est une série qui parle d'un des plus grands manias des médias au monde, une sorte de Rupert Murdoch, donc qui vit aux États-Unis, c'est une famille américaine. Il est vieux, il est très vieux. Dès le premier épisode, il a un petit souci de santé, et évidemment, il a une fille et 3 fils. Va se poser la question de à qui va revenir son empire médiatique, donc gigantesque, hein. Et du coup, cette série va s'articuler comme ça sur des tensions entre les frères et sœurs, sur l'amour d'un père qui est complètement impossible, puisque on est face à un enfoiré de première. Et d'ailleurs, on n'est pas face à un enfoiré de première, on est face à 12 enfoirés de première, parce que c'est une série qui est particulière en cela que on ne peut se raccrocher à rien. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se raccrocher à un personnage pour se dire celui-là quand même il est pas mal, ou celui-là du coup par défaut on se raccroche un peu au cousin Greg, et là les gens qui ont vu la série savent de quoi je parle. Mais c'est très difficile de se raccrocher à un personnage parce que, et c'est un des sujets de la série, l'aspect moral, tout ce qui est moralité, chez les ultra riches, c'est petite notion un petit peu absente. Et Succession le montre très bien avec des séquences qui traitent de ce qu'on appelle la violence de classe, qui sont complètement incroyables, des choses absurdes, un cynisme dingue. Dans la dernière saison, là, il y a un des fils qui sous couvert de féminisme et autres mouvements sociaux récents, essaie de se montrer très progressiste. Il ne l'est jamais, ce n'est jamais que de l'opportunisme. Mais voilà, donc c'est une série qui est vraiment, vraiment, vraiment très très cool. Genre, tout est très bien fait. Même le générique de cette série, en fait, me donne l'impression d'être moi-même très riche. Genre, quand je l'écoute chez moi, dans mon petit appart à Villeurbanne, j'ai l'impression d'être méga riche et que quelqu'un m'attend en hélicoptère dehors. Ce n'est pas le cas, mais le générique me donne cette impression. C'est une série que je ne peux donc que recommander. Et sur ce, Mathias, je te passe la parole. Écoute, moi de mon côté, je vais parler d'un projet donc qu'on pourra bientôt acheter normalement, qui a déjà été rempli. Donc c'est un projet de crowdfunding, et c'est, je pense que vous l'avez sûrement vu passer sur les réseaux sociaux si vous aimez la bonne bande dessinée, c'est Rogaton de Boulet chez les éditions Exemplaires. Les éditions Exemplaires, en fait, c'est plus une reco des éditions Exemplaires que de Rogaton de Boulet, même si bon, Rogaton va sans doute être une excellente BD.
Exemplaire, c'est une nouvelle maison d'édition en fait, qui rémunère plus justement les auteurs, ce qui est donc en soi une très bonne démarche, et qui réunit beaucoup d'auteurs de BD que j'aime bien, voilà, notamment Anouk Ricard, notamment Sandrine Deloffre, et Boulet qui sort Rogaton, qui est en fait une compilation des strips qu'il a pu poster sur Instagram, je pense ces 2 dernières années il me semble, et qui contient, voilà, en écho avec mon sujet du jour, des strips hilarants sur Bloody Mary dans des situations complètement absurdes. Donc voilà, si vous aimez vous aussi Bloody Mary et Boulet, je pense que c'est un achat qu'il faudra forcément faire sur le site d'Exemplaire. Et sinon, j'avais une autre recommandation qui n'a pour le coup rien à voir avec Bloody Mary et qui s'adressera malheureusement uniquement, je pense, aux Parisiens ou aux personnes qui ont prévu de se rendre à Paris prochainement. Il y a un nouveau lieu qui a ouvert, vous savez, j'en avais déjà parlé dans les différentes émissions qu'on a pu faire avec Hugo, j'aime beaucoup le théâtre immersif et les expériences immersives. Eh bien, il y a une nouvelle expérience immersive qui a ouvert, qui s'appelle Upside Down Experience. Ça se situe là où il y avait avant un escape game qui s'appelle La Pièce à Paris. Donc ils ont gardé, si tu veux, le lieu, ils ont gardé l'endroit où il y avait les 3 salles d'escape game, et c'est devenu une expérience immersive d'environ 2 heures. C'est-à-dire que ça commence, vous arrivez, on vous dit que vous venez faire un escape game, sauf qu'on se rend très vite compte que le décor a changé, qu'il y a des stries sur les murs, qu'il y a des lumières qui vacillent, et qu'il se passe des choses un petit peu bizarre dans cet escape game, et un micro spoil, mais votre hôte, le maître de jeu qui est censé vous faire participer à l'escape game, va subitement laisser place à quelqu'un d'autre, et cette personne va vous faire comprendre que vous êtes dans un univers un petit peu bizarre, que vous allez rencontrer des personnes qui se sont perdues dans l'espace-temps, et que vous allez vivre cette expérience, vous allez discuter avec eux, vous allez faire des mini-quêtes, donc ça a une part toujours un petit peu escape game, mais c'est surtout un petit peu comme un jeu de rôle grandeur nature, une expérience voilà, très immersive. Les décors sont super cool, sont toujours aussi sublimes, et les acteurs sont au top, donc vraiment tout est fait pour vous plonger dans cet univers-là totalement. Moi j'ai passé un excellent moment. Donc si vous avez l'occasion de participer à Upside Down Experience, je vous recommande ça chaudement. Eh bien, très bien, du coup merci, ça va être l'heure de se quitter. On remercie avant tout quand même toutes les personnes qui sont venues au bout de ce nouvel épisode, pour vous dire merci d'avoir continué à nous soutenir sur les réseaux sociaux, de nous avoir écrit et tout. Ça nous a fait très chaud au cœur, et ça nous a fait très plaisir de reprendre le micro pour enregistrer cet épisode. Vous nous direz ce que vous pensez de la formule, si vous pensez qu'il y a des pistes d'amélioration, si vous avez trouvé ça absolument horrible, n'hésitez pas, dites-le nous. Quant à nous, ce que je propose, c'est qu'on se retrouve le mois prochain. Le mois prochain pour un nouveau numéro. Bêtise, ouais. Je voulais juste préciser que on dit vraiment pas merci en l'air, on le pense sincèrement, puisque Inspiré de Ferrell avait déjà eu une longue pause il y a quelques temps. Là, on a quand même fait une pause de plus d'1 an pour les raisons qu'on vous a expliquées dans notre épisode Marche presque funèbre. Donc voilà, savoir que vous avez été là, que vous avez écouté cet épisode et que vous êtes toujours là pour nous après plus d'1 an d'absence, ça nous fait quelque chose quand même. Ouais. Du coup, on se retrouve le mois prochain avec un épisode est-ce qu'on va traiter de Noël? Je ne sais pas. Ce sera en décembre. Est-ce qu'on va traiter de Noël? Je ne sais pas. Mais d'ici là, on vous fait des gros bisous et on vous dit prenez soin de vous. À bientôt.